Bienvenue au Parlement européen pour Ici l'Europe. L'Europe autorisera-t-elle pour 10 ans encore la vente du glyphosate, le célèbre herbicide suspecté d'être cancérogène? Réponse le 25 avec un vote très attendu au comité d'experts. La licence du glyphosate dans l'Union européenne expire en effet à la fin de cette année. La Commission européenne a proposé de la renouveler pour 10 ans après avoir reçu un rapport de l'EFSA, l'Agence européenne de sécurité sanitaire et des aliments. Le rapport lui-même est controversé car il a été influencé par le producteur Monsanto, selon certains. Les 28 sont d'ailleurs partagés sur le renouvellement ou l'interdiction du glyphosate. Sur mon plateau aussi, ils sont un peu partagés sur cette question. N'est-ce pas, Marc Tarabella? Bonjour, député européen des socialistes et démocrates belges. Et puis, en face de vous, un Français, Michel Dantin, député européen du Parti populaire européen. Alors, d'abord, sur le fond de l'affaire, on l'a dit, l'Agence européenne de sécurité des aliments, celle des produits chimiques, ont réaffirmé que leur conclusion, c'était qu'il fallait renouveler. Vous en pensez quoi? Moi, je suis très dubitatif par rapport aux avis qu'ont émis ces agences, pour la simple raison que sont passés par là les Monsanto Papers qui ont été révélés, et qui ont révélé que Monsanto a probablement influencé des études qui ont été faites à sa solde. Soit des études internes qui ont été signées par des scientifiques qui ont prêté leur nom et leur notoriété, soit des scientifiques qui continuent, comme le professeur Kirkland qui est venu à l'audition qui s'est passée récemment au Parlement européen, qui a été payé en 2012 pour certifier une étude, et puis qui continue à être payé annuellement par Monsanto, qui ne veut pas d'ailleurs révéler le montant de ses émoluments, pour continuer à dire que finalement, ce n'est pas si dangereux que ça pour la santé, c'est même pas dangereux du tout. Et donc, il est permis de douter par rapport à ces études et les pratiques de Monsanto. Et donc, où il est permis de douter aussi, c'est, sans jeter l'opprobre sur les agences européennes qui n'ont pas assez de moyens pour faire des études indépendantes, c'est qu'elles se fient... Ils n'en font pas d'ailleurs, soyons très clairs. Ils se fient sur des études, ouais. Et moi je dis, il est légitime de se poser la question de savoir sur quelles études ils se fient pour remettre leurs avis. Si c'est sur des études qui ont peut-être été truquées par Monsanto, alors là je dis qu'il faut reposer le problème du fonctionnement des agences, des avis sur lesquels elles se reposent, très clairement. Parce qu'il n'y a pas de transparence en effet sur ce sur quoi elles statuent. Vous ne les croyez pas, ces agences ? Le problème qui est soulevé, c'est effectivement celui éventuellement des moyens alloués aux agences. Dans tous les pays, les autorisations de mise sur le marché sont faites suivant des procédures qui sont assez semblables. C'est-à-dire que c'est l'obtenteur du produit, celui qui demande la mise sur le marché, qui fournit son paquet d'études et ce paquet d'études est ensuite évalué. La question, c'est est-ce que l'évaluateur a les moyens suffisants pour juger de la pertinence des études qui lui sont proposées, je crois. C'est valable pour les produits pharmaceutiques comme pour les produits qui sont destinés à l'activité agricole par l'industrie chimique. Mais vous êtes convaincu que finalement, les conclusions, à savoir qu'il faut un renouvellement pour 10 ans, sont les bonnes? Non, moi je pense que nous ne pouvons pas renouveler pour 10 ans à partir des données que nous avons, mais que nous devons trouver, avant d'interdire, une alternative. Car le vrai problème, c'est que le glyphosate, en 25 ans, s'est imposé sur le marché, est devenu le produit unique, je n'ai pas dit le produit miracle, et en fait, aujourd'hui, l'activité agricole a besoin qu'on trouve une formule de substitution. Je rejoins donc la position du ministre de l'Agriculture français, Stéphane Travert, qui souhaite que des moyens soient dégagés très rapidement pour construire cette alternative. Chimique? Une alternative chimique, naturelle? Une alternative. Une alternative dont on soit sûr qu'elle n'atteint pas la santé des citoyens. C'est ça le problème. Ce qui est en jeu ici, c'est la santé de 500 millions de citoyens. On doit être sûr, quand on met un produit sur le marché, on doit être sûr qu'il est inoffensif par rapport à la santé des citoyens. Et aujourd'hui, il est permis de douter à cet égard. Alors, vous savez, en matière de produit dont on parle, il y a la molécule elle-même et puis il y a les associations qui font le produit. En France, il y a un produit qui utilise le glyphosate comme molécule de base, qui est commercialisé depuis la fin des années 80, qui nous a d'abord été présenté comme un produit sensationnel. Il était, paraît-il, biodégradable. Je me souviens très bien d'une publicité qui montrait ce produit merveilleux, un petit chien qui grattait la terre pour retrouver son os sans aucune difficulté, etc. Puis après, le chien a disparu de la publicité parce qu'on a commencé à trouver qu'il y avait peut-être quelque chose. Et en fait, plus les moyens d'analyse ont avancé, plus on a compris que la molécule de glyphosate avait effectivement un temps de vie très court, mais qu'elle se transformait et que l'AMPA, qui est le produit de dégradation, était lui-même tout aussi toxique. Sauf que précédemment, on ne savait pas le chercher. Donc, on pouvait faire la publicité sur un produit biologique.
parce qu'on ne savait pas le chercher. Il n'avait rien du tout de biologique. Et l'AMPA, on la retrouve aujourd'hui pratiquement partout dans les masses d'eau sur la Terre. C'est la combinaison qui pose problème, c'est glyphosate tout seul. Il y a eu d'autres, en effet, études, vous le mentionnez, du centre de recherche sur le cancer de l'OMS, CIRC, qui classe la substance cancérogène probable, au contraire. C'est une querelle d'experts aussi, hein. Évidemment, mais quand on demande à 2 scientifiques, on peut avoir 2 avis. Quand on demande à 2 juristes, on a aussi 2, parfois 3 avis. Alors sur quoi se base la Commission européenne et les Européens pour Aujourd'hui, c'est ça qui est problématique, c'est qu'elle se base probablement sur des études qui ont été faites, et des plaidoyers pro-domo. On peut le soupçonner en tout cas, et à la lumière des Monsanto Papers, on ne peut pas rester insensible à ça. Et donc clairement, en fonction de cela, on doit pouvoir améliorer les procédures. Et il faut le dire clairement, il faut plus de moyens à ces agences publiques qui sont destinées à quand même veiller sur la santé des citoyens, pour faire des études relativement indépendantes. Et aujourd'hui, les moyens sont quand même, je dirais, pas pléthoriques. Et elles sont tenues de s'appuyer sur des études, mais dont on peut douter de la, entre guillemets, la neutralité. Et ça, c'est problématique. Alors, c'est vrai qu'il y a la molécule glyphosate et puis son association avec de multiples autres molécules, qui est aussi problématique. Et souvent, l'avis, notamment de ce bureau allemand et puis des agences européennes, ne s'est concentré que sur le glyphosate. Or, son association avec d'autres molécules peut créer un cocktail qui est plus dangereux encore. Le problème, c'est effectivement la diversité du cocktail sur lequel on a un certain nombre d'interrogations. Alors regardons ce témoignage d'un couple de l'Isère qui ont annoncé début octobre porter plainte contre des fabricants d'herbicides à base de glyphosate. Selon eux, l'exposition de la mère au Roundup pendant sa grossesse serait responsable de graves malformations du fils de 10 ans. Récit tout de suite de Roxane Runel. La campagne iséroise. C'est ici que les Grattalou voulaient vivre leur passion du cheval et fonder une famille. Mais à la naissance de leur fils, ils s'aperçoivent que Théo est atteint d'une malformation à l'œsophage. Aujourd'hui, ils en sont convaincus, le glyphosate en est la cause. Ils portent plainte contre les fabricants d'herbicides, dont le géant Monsanto. Fin août 2006, j'ai passé un désherbant à base de glyphosate sur notre carrière d'équitation. J'étais à ce moment-là enceinte de 3 ou 4 semaines, ça ne se détecte pas encore. Donc j'ai pas pu prendre de précautions particulières à ce sujet. Et en fait, il se trouve que c'est à ce moment-là que se forment les organes, donc la trachée et l'œsophage, qui ont été mal formés chez Théo après. Aujourd'hui, Théo respire par un trou dans sa gorge et a du mal à s'exprimer. Et je parle beaucoup moins fort que les autres. Du coup, quand il y a beaucoup de bruit, j'arrive moins bien à me faire entendre. Un handicap lourd à porter pour Théo et sa famille. Il a déjà subi 51 opérations. Je suis en colère. Je me dis que s'il y a des gens qui se seraient raisonnés, qu'ils ont interdit le produit, j'aurais pas eu cette malformation. Tandis que les parents de Théo tentent de voir leur démarche aboutir devant les tribunaux, à Bruxelles, le renouvellement de la licence du glyphosate fait débat. L'autorisation actuelle s'achève fin décembre. À ce jour, seules la France, l'Autriche et l'Italie s'y opposent, alors que dans l'opinion publique, la pression s'accentue pour faire interdire définitivement le glyphosate. Alors, Monsieur Dantin, c'est assez troublant quand même ce témoignage. Hein. Effectivement, ça a été interdit d'ailleurs au 1er janvier, le glyphosate pour les collectivités. Ça va l'être pour les particuliers en 2019. Je vous corrige, ce n'est pas le glyphosate qui est interdit. C'est que la législation française interdit depuis le 1er janvier l'usage de l'ensemble des pesticides par les collectivités territoriales et interdira l'usage des pesticides d'origine chimique le 1er janvier 2019. Et les agriculteurs, ils continuent à les utiliser? Alors, il y a effectivement, pour l'instant, une possibilité pour les agriculteurs de continuer avec un encadrement des pratiques. Ils doivent désormais avoir un diplôme pour épandre, etc. Avec des masques, tubas Ça, c'était déjà en vigueur depuis longtemps. La formation est généralisée depuis 2010 ou 2011. On arrive quand même à cette fameuse date butoir de fin décembre où il faut trouver une solution puisque sinon il y a un vide juridique sur le glyphosate en particulier. Et puis avec aussi un rendez-vous d'experts le 25 octobre. Qu'est-ce qui va se passer? On a dit que ceux qui étaient hésitants, c'est la France, l'Autriche et l'Allemagne. Oui, qui ne veulent pas, et l'Italie, qui ne veulent pas renouveler pour 10 ans, ils ont raison. Maintenant, il faut voir ce qui va être fait. Cela étant dit, le Conseil, donc l'ensemble des gouvernements ne prennent pas leurs responsabilités.
Le commissaire Andriukaitis est assez sourd à la réalité, et je le dis d'autant plus aisément qu'il fait partie de ma famille politique, et je n'en suis pas fier, parce que son attitude dogmatique commence à nous gêner, fondamentalement. Lui est prêt à renouveler pour 10 ans, et si le Conseil ne décide pas, il aura peut-être la latitude de le faire, ce qui, évidemment, n'est pas de mise. Aujourd'hui, quand on dit qu'il n'y a pas d'alternative, moi, je ne plaide pas pour que tous les agriculteurs deviennent bio, mais les agriculteurs bio, ils font sans pesticides et sans intrants chimiques. Et ils ne vont pas plus mal que les autres. Et donc, quand on dit qu'il n'y a pas d'alternative, ce n'est pas tout à fait vrai. Deuxième... Alors, réponse là-dessus peut-être. Non, je pense que l'agriculture biologique est un autre parcours de production. Ils utilisent d'autres méthodes, notamment le désherbage, le binage manuel, etc. Ils utilisent un certain nombre de produits d'origine naturelle. Il ne faut pas Il faut y revenir ou amener pas à des choses aussi simples. Nous avons besoin, vu les surfaces et l'utilisation qui est faite aujourd'hui de ce désherbant, nous avons besoin d'une solution qui puisse être utilisée à grande échelle. Et il est clair que... Ou alors, est-ce qu'on ne réorienterait pas la politique agricole commune à cette On n'a pas occasion les moyens, personne n'a les moyens en 2 ans ou à 3 ans de remplacer le désherbage d'un champ par l'utilisation de la main-d'œuvre manuelle comme on peut le faire dans du maraîchage biologique. Donc il faut trouver des solutions qui soient financièrement supportables et qui soient praticables à grande échelle. Et je souhaite qu'en France, mon pays, comme au niveau européen, des moyens de recherche soient mis sur la table de manière significative pour trouver cette alternative. Alors en France, votre pays, il y a aussi un peu confusion sur qui veut quoi. Le ministre de l'écologie ne veut plus du glyphosate, mais vous disiez que le ministre de l'Agriculture peut-être... Je pense que chacun est conseillé par ses conseillers, que chacun a son rôle. Il appartiendra au Premier ministre et au Président de la République de prendre la décision et de trancher. Il y aura une minorité de blocage pour ce renouvellement automatique de 10 ans, pour vous Non, mais ça ne va pas se faire comme ça. Vu l'état actuel des connaissances, la révélation de ces Monsanto Papers, la révision, en tout cas la prolongement pour 10 ans, serait hors de mise. Les citoyens ne croient déjà plus beaucoup au projet européen, malheureusement, parce que l'Europe est quand même encore un avenir devant elle. Mais si on renouvelle pour 10 ans, quel signal on va donner? Vous avez vu le film de Mme Robin sur Arte récemment? Enfin, je veux dire, il faut savoir aussi tenir compte de tout, de toute la réalité, de la complexité et des problèmes que ça cause. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, l'Europe doit se ressaisir au niveau de ses outils pour décider. Vous demandez d'ailleurs l'ouverture d'une commission d'enquête. Ça changerait quoi? D'enquête ou spéciale. Mais on ne peut pas rester en l'état et accepter qu'on renouvelle impunément le glyphosate. Ça changerait quelque chose au Parlement européen, l'ouverture d'une commission d'enquête? Personnellement, je ne vois pas ce que la commission d'enquête peut apporter, à l'occurrence. Je pense que la question qui se pose, c'est celle de l'agrément de toutes les molécules. C'est ce que nous avons dit au début de notre propos, de notre échange. Quels sont les moyens dont disposent les agences pour pouvoir contrôler les dires des différentes firmes chimiques qui demandent une autorisation de mise sur le marché. Ça vaut pour les pesticides, ça vaut pour les biocides, ça vaut pour les produits pharmaceutiques. Alors les lobbyistes, parce que maintenant il faut être agréé lobbyiste au Parlement européen, ça marche comme ça, ne sont plus acceptés dans cette enceinte. Vous ne les verrez pas dans ces murs de Monsanto, ils ont été blacklistés. On avait demandé une audition qui a eu lieu. Monsanto est évidemment invité pour venir s'expliquer. Ils ont refusé et en plus ils ont traité le Parlement européen d'assemblée populiste. C'est quand même pas bien de faire ça. Et donc, clairement, ils ont été, par la conférence des présidents de ce Parlement, blacklistés. Effectivement, s'ils estiment qu'ils n'ont pas de compte à rendre à des élus qui représentent les citoyens, alors ils n'ont plus besoin de lobbyer dans les couloirs. Un peu d'opération de vérité, M. Dantin. Sur ce point-là, je suis d'accord avec Marc. Est-ce que les lobbyistes sont très puissants, présents? Nous sommes les représentants du peuple. Une audition a lieu, on demande à des gens de venir, ils refusent de venir. Il me paraît logique, normal, que puisqu'ils nous disent non, c'est désormais non en toutes circonstances et donc ils ne rentrent plus dans le Parlement. Soit les députés ont une capacité de jugement et ils en font preuve, soit ils sont incapables de juger et à ce moment-là, ils n'ont pas leur place au Parlement européen. Bon, voilà pour les faits sur le glyphosate, très bien illustré par vous deux. Contrefait maintenant, c'est notre nouvelle rubrique toutes les semaines en fin d'émission. Et aujourd'hui, un contrefait, en l'occurrence contre-image, puisque Frédéric Simon, journaliste à Euractiv, démonte certains clichés attribués, vous allez le voir faussement, à la récente crise en Catalogne. On regarde. Cette semaine, retour sur les violences policières lors du référendum en Catalogne. Souvenez-vous, c'était au début du mois, le monde entier s'était ému à l'évocation de ces violences qui pour la plupart étaient bien réelles, comme en atteste l'ONG Human Rights Watch.
Seulement, plusieurs images ou vidéos trompeuses ont également fait leur apparition sur les réseaux sociaux où elles ont été largement reprises. À commencer par cette image d'une foule portant un drapeau catalan et repoussée par les forces de l'ordre que certains ont présenté sur Twitter comme un candidat potentiel au prix Pulitzer. Eh bien, c'était en fait un photomontage. La photo était bien réelle, mais le drapeau, lui, avait été rajouté par la suite. D'autres images sur Twitter étaient quant à elles des manipulations pures et simples. Comme par exemple cette vidéo de manifestants traités sans ménagement par la police. Ces images sont authentiques encore une fois, mais elles remontent en fait à 2012 lors de manifestations contre l'austérité à Tarragone. En fait, selon le quotidien El País, ces faux pour la plupart trouvent leur origine auprès de comptes Twitter pro-russes qui ont vu leur activité augmenter de plus de 2000% dans les 48 heures qui ont suivi le référendum. Des tweets rapidement relayés par des médias occidentaux avides de théories conspirationnistes telles que Infowars et le Drudge Report, proches des nationalistes américains et fidèles supporters de Donald Trump. Des sites web dont la ligne éditoriale est assez claire, elle vise à souligner les divisions entre les pays européens afin de précipiter la chute de l'Union européenne, qui selon eux est inéluctable.